Toi, le Palestinien égale 1. Obama investi, c'est la paix au Proche-Orient. Obama consacré, c'est le retour du PS regonflé à bloc. Depuis mardi, 12h06, plus rien ne sera comme avant. Moi, Barack Hussein Obama, je jure solennellement de remplir fidèlement les fonctions de président des États-Unis. Premier président noir de l'histoire a prêté 2 fois serment à cause d'un petit bafouillis. On lui a fait réciter l'adverbe fidèlement dans le mauvais ordre. Une seconde prise et hop, le film interplanétaire peut commencer en direct devant 2 millions de spectateurs. The President-elect of the United States, Barack H. Obama. Le Obama Day entre dans l'histoire. Luther King aurait eu 80 ans. Au pied du mémorial d'Abraham Lincoln, des stars de la diversité. Ah, lui, c'est Bono de U2. Mais le tube d'Obama, c'est We Are One. Ça se retient plutôt bien, non? Des people, mais pas trop. Le premier cyberprésident est avant tout l'élu du peuple. Ici, dans un foyer pour sans-abri, demain, c'est lui qui repeint la Maison Blanche. Obama, c'est le style life, à la cool mais toujours smart. Comme les acteurs d'Hollywood, notre super-héros sait tout faire, sauveur, danseur, crooner, séducteur, mais toujours en rythme. Barack et Michelle, 2 noms qui vont très bien ensemble. Le nouveau glamour providentiel qui porte si bien le noir et le blanc. À côté d'eux, les présidents du passé semblent venir d'un autre siècle. Clinton, Carter, vous vous souvenez? C'était dans l'Amérique d'avant. Au fait, comment te dire adieu, George? On oublie la vidéo dernier cri du jet de chaussures. Un joli stylo high-tech pour occuper les longues soirées d'hiver au Texas. La page est enfin tournée, reste à écrire les mots qui marqueront la mémoire collective. Nous sommes ici parce que nous avons choisi l'espoir plutôt que la peur. Un objectif commun plutôt que le conflit ou la discorde. Pas de Kennedy ou de Roosevelt dans le texte, l'Amérique n'a plus peur. À l'image du couple présidentiel qui s'échappe de la limousine blindée. 2 guerres et une crise économique, même pas peur. Hasard des calendriers, au lendemain de l'investiture de notre président à tous, Israël fait retirer ses chars de la bande de Gaza. Les Gazaouis cherchent leurs morts sous les décombres, des cadavres qui s'ajoutent aux 1300 victimes palestiniennes, dont plus de la moitié de civils. Les enfants ramassent des cahiers d'école de la vie d'avant. Il semble loin le rêve des États amis entre Palestiniens et Israéliens, Obama ou pas. Entre l'État hébreu et le Hamas, c'est encore la guerre des images. Chacun revendique la victoire. Reste encore à gagner la paix. Nicolas Sarkozy a bien profité de la transition américaine pour occuper la scène du Proche-Orient. Mais c'était avant mardi, 12h06. C'était il y a un siècle. Avec le retour de la diplomatie américaine, c'est la fin du French Dream diplomatique. On a hâte qu'il se mette au travail et qu'on change le monde avec lui. Sourire légèrement crispé. Super Sarko s'est fait voler la vedette par Super Obama. Non défendu. Monsieur Karsenak, le 1161, non défendu. Tandis que l'hymne américain s'exporte dans le monde entier, à l'Assemblée nationale, on se bataille à coups de marseillaise. Les députés de gauche, très remontés contre le projet de loi organique qui limiterait le droit d'amendement, avec le risque pour le Parlement de devenir une chambre d'enregistrement qui ne dirait que « Yes man ». Il est évident qu'il cherche à couper, si j'ose dire, la chic et la parole à tous ceux qui expriment des désaccords. Que ces débats tournent à l'affrontement, que ces débats tournent à l'injure, cela est inacceptable, cela ne grandit pas le Parlement et cela ne grandit personne. Des chaises vides lors des questions au gouvernement, mais même à moitié pleines depuis mardi, 12h06. L'Assemblée nationale ne nous a jamais semblé aussi blanche et sombre. Souriez un peu, là, hein? Bah oui, c'est vrai, quoi. On en fait retrouver Martine Aubry, tout sourire et sans lunettes noires. Les socialistes nouveaux sont de retour avec leur contre-plan de relance. 500 € pour les plus modestes, 30 € de plus pour le SMIC. Le voilà, le socialiste Dream, évalué à 50 milliards d'euros. Tandis que Ségolène coach Obama à Washington sur le thème Obama, c'est moi, Martine se pose comme la nouvelle présidente du pouvoir d'achat. La récession, la baisse du pouvoir d'achat, l'augmentation incroyable du chômage, l'explosion des déficits et de la dette. Tout cela montre l'échec de la politique actuelle.
Depuis mardi, 12h06, si en Amérique plus rien ne sera comme avant, en France, rien n'a vraiment changé. Plan de relance, plan de contre-relance, c'est notre grand débat cette semaine comme un vendredi, on l'aura tout à l'heure ce débat ensemble. Mais d'abord, Nathalie Kosciusko-Morizet, j'aimerais savoir quel est votre coup de cœur et votre coup de gueule sur l'actualité de cette semaine. Votre coup de cœur tout d'abord. Le coup de cœur, c'est l'investiture d'Obama. Ouais. Moi, ce qui m'a fasciné, tout a été dit sur le sujet, ce que je trouve fascinant, c'est cette capacité des Américains à se rassembler autour d'optimisme, autour d'enthousiasme, se faire un événement ensemble en plein milieu de la crise. Et la crise, elle est encore plus dure aux États-Unis en ce moment que chez nous. Ils sont à 500 000 emplois en moins tous les mois et ils n'ont pas, eux, les amortisseurs qu'on a dans notre système social. Donc la crise là-bas, elle est vraiment brutale et ils ont quand même cette espèce de machine à générer de l'optimisme. Ils se créent leur événement et probablement ce sentiment partagé de faire l'histoire ensemble à un moment. Vous savez, moi quand j'étais gosse, je me demandais ça, à quel moment les événements se passent, est-ce qu'on sent qu'on est en train de vivre un événement historique? Les événements qu'on retrouve plus tard dans les livres d'histoire, finalement, comment est-ce qu'ils émergent et comment on sent que c'est là? J'ai l'impression d'avoir vécu quelques-uns dans ma courte vie. Par la chute du mur de Berlin, on se disait, waouh, c'est historique. Là, ils devaient avoir ce sentiment-là, tous ceux qui étaient là-bas. C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous parlez de l'espoir qui fédère le peuple américain, et c'est un mot sur lequel on va revenir tout à l'heure avec notre sémiologue Mariette Darigrand. Alors ça, c'est le coup de cœur et le coup de gueule, alors. Le coup de gueule, c'est ce qui s'est passé à l'Assemblée. Ouais. Bon, d'abord parce que quitter l'Assemblée, qui est le lieu par définition où on doit se parler, où on doit échanger, où on doit construire l'avenir ensemble, c'est vraiment pas une méthode. Et puis le faire de cette manière si médiatique, tellement mise en scène. Moi, j'aime pas trop quand on théâtralise à l'Assemblée. Il y a des députés qui font ça très très bien. Je veux dire, des gens comme Montebourg. Vous croyez pas que ça vient du cœur? Vous pensez que c'est du théâtre? C'est hyper théâtralisé. Et d'ailleurs, toute la presse s'est jetée dessus parce que c'était théâtralisé, c'était fait pour la presse. Et puis il y a autre chose, c'est que en politique, on peut pas être schizophrène. C'est très important de mettre de la cohérence dans ses positions. Moi je l'ai dit, je reste une militante de l'écologie, je continuerai à défendre les questions d'écologie dans mes nouvelles fonctions. Je veux trouver des convergences entre les nouvelles technologies et les technologies vertes, par exemple. On a un devoir de cohérence parce que le monde est tellement confus que si nous, finalement, il suffit qu'on change de poste ou qu'on change de position pour changer d'idée, on représente plus rien. Et là, les socialistes, ils changent de position et donc ils changent d'idée. Ça fait des années qu'on sait tous qu'on voudrait mettre plus de pouvoir à l'Assemblée nationale et en même temps le règlement de l'Assemblée nationale, c'est n'importe quoi. En fait, l'opposition n'a comme ressource que de passer son temps à faire de l'obstruction. Jean-Marc Ayrault, le président... Ce qu'a fait la droite quand on était dans l'opposition. Bien sûr. Et à l'époque, Jean-Marc Ayrault, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, le dénonçait. Il y a un article de lui de la fin des années 90 où il dit exactement ce qu'on est en train de dire. Là, le président de la République a choisi une réforme constitutionnelle dans laquelle on donne plus de pouvoir au Parlement. À partir du printemps, il y aura plus de pouvoir au Parlement. Il y aura le partage de l'ordre du jour, il y aura le droit de résolution, il y aura le fait que le texte qui arrive en séance, c'est le texte qui a été négocié avec les députés, qui a été discuté, qui a été amendé en commission. Et en même temps, la contrepartie, plus de pouvoir, donc plus de responsabilité. C'est normal, tout le monde l'attendait, tous ceux qui ont été députés le savent bien, et la gauche le sait bien, et je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment hypocrite à faire ces espèces de mise en scène en ce moment, alors que sur le fond, ils ne peuvent être que d'accord, et ce qu'on est en train de proposer par le passé, ils l'ont eux-mêmes réclamé. Nathalie Kosciusko-Morizet, il y a une autre question qui se pose dans l'actualité. Suffisant ou pas le plan de relance du gouvernement, du président Sarkozy? Est-ce que la France a besoin d'un second plan de relance? Que pensez également du contre-plan de relance que vient de présenter le Parti socialiste? Trois invités nous rejoignent tout de suite pour en débattre avec nous. Le coprésident de l'Institut de sondage Ipsos, Jean-Marc Lèche, l'économiste Philippe Chalmin et l'économiste membre du Parti socialiste, Lim Hang-Nok. Bonsoir à tous les trois. Merci de nous rejoindre. Bonsoir Jean-Marc. Alors Jean-Marc Lèche, première question pour vous. Le président Sarkozy nous a dit que la France n'a pas besoin d'un deuxième plan de relance. Qu'en pense le chef d'entreprise que vous êtes? Le chef d'entreprise, moi, je suis pas dans une entreprise qui souffre beaucoup, vous savez, parce que dans les pays développés, on est de plus en désarroi, parce que nos clients sont eux-mêmes désarmés par leur propre clientèle. Du côté du public, il est certain qu'aujourd'hui, le plan de relance tel qu'il est fait est illisible, incompréhensible. Pourquoi? Parce que... Quand vous dites le public, les Français, c'est ce que disent les sondages. Oui. Qu'est-ce qu'ils disent alors? Ma légitimité professionnelle. Oui. Ce qu'ils disent, c'est que c'est insensé de donner de la thune aux banques, et que par ailleurs les banques gagnent beaucoup d'argent. Le fait d'avoir d'un côté donné de l'argent aux banques et d'entendre que la Société Générale a fait 2 milliards de bénéfices malgré Kerviel dans l'année écoulée est absolument illisible. Idem pour le paquet fiscal que la droite depuis qu'elle en a accouché, c'est-à-dire depuis le début. Alors maintenant,
est-ce que les Français s'habituent à tout ça? Oui, parce qu'ils se restreignent dans leurs désirs. Dans la gestion de leurs désirs, les Français s'habituent à désirer moins de choses. Alors, néanmoins, ils vont au ski, ils font carnaval quand ils le veulent, ils transgressent quand ils l'entendent, mais ils se sont habitués à restreindre leurs désirs. Philippe Chelmin, un second plan de relance, le PS vient d'en proposer un, c'est un contre-plan de relance. Alors, il est le plus important, c'est le double de celui qui a été annoncé par le gouvernement, 50 milliards d'euros, avec des mesures de soutien du pouvoir d'achat et de relance d'investissement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un bon plan? Non, mais attendez, c'est un exercice un peu de style, dans la mesure où le plan de relance du PS ne s'userait que si l'on s'en servait vraiment. Comme ils sont dans l'opposition, ils peuvent faire ce qu'ils rêvent. Alors, je pose la question autrement. Est-ce que c'est ça qu'il faudrait faire? Non. Non. Alors, il y a des éléments qu'on peut ramasser. Moi, il y a une chose qui me fait hurler en particulier. Votre voisin va commenter tout ça. Mais je ne doute pas, mais c'est notamment la baisse de la TVA. C'est une ineptie. On l'a bien vu d'ailleurs. 1 point de TVA. Les Britanniques ont baissé, eux, de 2 points de TVA. C'était le plan Brown, vous vous en souvenez, du mois d'octobre dernier. Mais ça n'a pas marché. Quelle est l'économie la plus plombée de toute l'Europe? C'est bien l'économie britannique. Philippe Chelmin, je reviens vers vous, mais j'aimerais bien que Lee Mang-nok réponde sur ce point, parce qu'effectivement, il y a une baisse d'un point de TVA dans le plan socialiste. C'est bon, c'est pas bon? Le pouvoir d'achat est en berne. Oui. La baisse de la TVA peut provoquer 2 effets. Elle peut provoquer une baisse des prix dans les secteurs où les entreprises sont en sous-capacité de production, et donc dans ce cas-là, elles baisseraient les prix pour capter la demande. Et puis dans d'autres secteurs où elles ont besoin de reconstituer leurs marges, en maintenant leurs prix, ça leur permet de reconstituer ces marges pour investir. Donc dans tous les cas, c'est gagnant pour les entreprises et pour les... Ce plan du PS, ce plan que vient de présenter Martine Aubry, qu'est-ce qu'il a de mieux que le plan qui a été annoncé par le président Sarkozy, qui vient d'être voté? Il tient sur les 2 jambes. Le plan Sarkozy tient sur une moitié de jambe, parce que il prétend relancer l'investissement, alors qu'en vérité, les seules dépenses susceptibles d'engendrer un petit effet, ça représente tout au plus 5 milliards. Le reste, c'est essentiellement des avances en trésorerie aux entreprises et aux collectivités locales qui en ont besoin parce qu'elles n'ont plus accès au crédit. Alors, la deuxième jambe, c'est quoi alors? La deuxième jambe, c'est la consommation, qui est très courte dans le plan du gouvernement, puisque vous avez 760 millions seulement pour les titulaires du RSA à travers la prime de Noël, et puis une prime à la casse qui dépasse pas 200 millions Philippe en termes de flux financiers. Un mot sur cette deuxième jambe, et j'aimerais bien entendre Nathalie. Le paradoxe est que l'économie française, nous sommes quand même, et ça, vous en serez d'accord, dans la crise économique la plus grave que le monde dans son ensemble ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Or, paradoxalement, l'économie française traverse cela de manière relativement bonne. On est peut-être le pays qui aujourd'hui s'en sort le mieux, notamment grâce au fait que les Français, comme vous le disiez, malgré tout, continuent à consommer. Alors pourquoi diable voulez-vous mettre l'essentiel de votre plan là-dessus? Il y a un point sur lequel je serais d'accord avec vous. Non, c'est quand même un des gros morceaux. Il y a un point sur lequel je serais d'accord avec vous, mais ça coûterait pas très cher. Il y a 1,2 million de titulaires de plans sociaux. Donnez-leur 500 €, ça fait 600 millions d'euros. Ça va pas plomber les comptes publics. Mais pour le reste, je reviens vers vous, mais j'aimerais entendre également Madame la secrétaire d'État, qu'est-ce que vous pensez de ce débat? D'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'effectivement, la France a besoin d'un deuxième plan de relance, comme l'Allemagne vient d'en annoncer? Il y a 3 choses à dire pour moi sur ce fameux contre-plan de relance. D'abord, il vient tard. Le Parti socialiste a mis quand même quelques semaines à le faire, mais on comprend qu'il était dans une situation compliquée. Ensuite, il vient tard, mais surtout il reprend des vieilles recettes, parce qu'en fait, ça, c'est un plan de relance genre 1981. Et c'est des erreurs d'ailleurs que la droite comme la gauche ont pu faire, des plans de relance avec beaucoup de consommation. L'histoire a démontré que ça marchait pas. Et ça marche pas pour une raison qui est très simple, qui est qu'on est dans une économie mondialisée. En plus, elle est encore plus mondialisée qu'au début des années 80. C'est-à-dire que quand on achète aussi des produits étrangers. C'est-à-dire que quand on achète, soit ça va, quand on donne de l'argent comme ça, soit ça va dans l'épargne, soit ça va dans des produits qui, pour une grande proportion, sont des produits étrangers. Donc c'est comme si on mettait de l'eau sur le sable. Je donnerai la parole tout à l'heure sur ce point, mais je vous laisse poursuivre, pardon. C'est comme si on mettait de l'eau sur le sable. Donc on peut discuter de l'ampleur du plan. Et il est bien supérieur à 5 milliards, parce qu'après on peut entrer en débat sur les chiffres, enfin il est de plus grande ampleur que ça. On parle d'une enveloppe de 26 milliards. Mais je crois que c'est important